voici de retour avec un nouveau thème. On a beaucoup évoqué les précipitations, la foudre il y a encore quelques minutes sous les orages. On va maintenant parler de la grêle. Peut-on vraiment s'en prémunir et si oui, comment? Je vous propose d'accueillir sur scène Serge Zaka, agronome, docteur en agroclimatologie. Merci à lui d'être là. Il est suivi par Stéphane Schmitt, expert de la foudre chez Météo Orage, et de Tristan Bergen. Merci aussi à lui d'être là, photographe et prévisionniste indépendant. Voilà, on va engager une belle discussion sur le retour de la grêle, parfois sous les orages. Alors je vous propose de commencer par une liste non exhaustive de ce qui s'est passé l'année dernière en 2024. Par exemple, le 1er mai 2024 en Bourgogne, de violents orages frappent la région et génèrent alors de lourdes pertes dans les vignobles, que l'on apprécie particulièrement le Chablis, notamment dans le département de l'Yonne. On a eu sur certaines parcelles 100% malheureusement de dégâts. Je vois que ça parle déjà à plusieurs d'entre vous, notamment Serge évidemment. Le 11 juillet dernier, en Aveyron, des grêlons de 6 cm de diamètre sont signalés sur la commune de 2 casse-villes. La végétation qui en prend un coup, mais il y a aussi une infrastructure très connue dans la région, c'est une centrale solaire. Et puis la nuit suivante, la nuit du 11 au 12 juillet, on se souvient aussi un petit peu plus au nord, dans le nord-est de la France, de ces violents orages qui, durant la nuit, viennent détruire quasiment la totalité d'une parcelle agricole. 200 hectares sont touchés, 140 hectares de blé, 60 hectares de tournesol, 8 hectares de pois. Nous sommes ici à l'époque en Bourgogne, dans le Vézélien, commune de Foissy-les-Vézelay. Alors je me tourne tout de suite vers vous, Serge Zaka. Question très simple par rapport à ce que je viens d'énumérer. Est-ce que ça, on pourra l'éviter demain? Très simple. Alors, tu as pris l'exemple de l'année 2024, mais en réalité, sur l'agriculture, l'année 2022 est largement pire. Plus catastrophique, exactement. C'est presque on va dire que c'est l'année qui a le plus impacté les agriculteurs sur les dégâts dus à la grêle. Pas seulement les agriculteurs, mais aussi les voitures, les toitures, les infrastructures, les panneaux solaires, etc. Alors dans l'avenir, non. Non, il ne sera pas possible de pouvoir maîtriser les éléments de la grêle, notamment sur l'agriculture. C'est mon domaine, l'agriculture. Je ne parle pas forcément des automobiles et des toitures. Non, ce ne sera pas possible. D'ailleurs, il y a souvent quelque chose que je dis aux agriculteurs, c'est qu'on a voulu, en agriculture et dans les écosystèmes, tout maîtriser. On a eu l'impression qu'on pouvait maîtriser l'irrigation, l'eau, la génétique, la croissance des plantes, où est-ce que les plantes peuvent s'implanter également, le sol, la chimie, la fertilisation, et on pense aussi qu'on peut maîtriser le climat. Et en fait, la grêle nous rappelle qu'il y a des éléments qu'on ne peut pas maîtriser. Sur la grêle, non, dans l'avenir, il n'y aura pas forcément plus de protection contre la grêle pour l'agriculture. Protection, que je rappelle, les filets anti-grêle. On va y revenir, en effet. Ouais. Bon, on y reviendra à la question. Mais non, mais tu peux quand même... pas de problème, les filets anti-grêle, on pourra y revenir. Les serres aussi. Les panneaux photovoltaïques au-dessus des cultures. Et c'est les seuls éléments qui nous permettent de nous protéger réellement, je dis bien réellement, contre la grêle en agriculture. Voilà. Pour les curieux qui sont venus nous rejoindre aujourd'hui à travers cette salle de conférence, est-ce que tu peux rapidement te présenter ton quotidien, ton travail d'agroclimatologue? Alors d'abord, je suis chasseur d'orage, parce que c'est la thématique de la journée. Et après, je suis agroclimatologue. Je travaille sur l'impact du changement climatique sur l'agriculture, que ce soit les floraisons précoces suivies de gel tardif, les canicules sur les vaches laitières, les canards, les chiens, les chevaux si vous voulez, le sol, les écosystèmes, les arbres, les forêts. Donc vraiment tout ce qui est en dehors de l'homme, on va dire. C'est pas les centrales nucléaires, c'est pas les panneaux photovoltaïques, c'est pas les éoliennes, c'est pas les villes, les bus, les métros et tout ça. Le nucléaire, c'est vraiment l'impact sur des choses qu'on parle moins, forêt et agriculture. Stéphane Schmitt, vous êtes un expert de la foudre chez Météo Orage, filiale de Météo France, on le rappelle. Avec vos outils, avec les outils qui sont même aujourd'hui à la disposition du grand public, est-ce que l'on est capable de dire, tiens là on a un orage, et cet orage, il va donner de la grêle? Alors, la question est déjà survenue ce matin, et effectivement, c'est une question fondamentale et sur laquelle aujourd'hui on a fait des progrès.
On a fait des progrès. Aujourd'hui, on est tous ici pour un festival qui est orienté sur la foudre. Et ben, en fait, il faut savoir que la foudre, la donnée foudre, permet aujourd'hui de donner un proxy, c'est-à-dire un indicateur avec un niveau de fiabilité qui s'est sacrément amélioré. Et cet indicateur, c'est notamment ce qu'on appelle le lightning jump. Le lightning jump, c'est qu'on se rend compte, notamment aujourd'hui avec les réseaux de détection de la foudre au sol, que lors d'un épisode orageux peut survenir tout d'un coup une brusque augmentation de la fréquence de l'activité orageuse, y compris intranuageuse. Voilà. Et ce jump électrique qui est aujourd'hui, qui a été étudié, qui est étudié depuis à peu près une quinzaine d'années, eh bien, ce jump donne un indicateur de sévérité, et donc indicateur de sévérité, eh bien, cet indicateur de sévérité permet aujourd'hui de se dire, on a probablement une cellule qui est sévère, pour laquelle on aura potentiellement davantage de grêle. Et donc, on a mené, par exemple, une étude sur 2014 et sur tous les événements grêles de cette année-là. Et on s'est aperçu, en rejouant en fait tous ces orages-là, eh bien, que dans 80% des cas où on avait des grêlons supérieurs à 25 mm, eh bien, on avait identifié une cellule sévère à travers ce jump électrique. Voilà. Et donc ça nous laisse vraiment... c'est un indice, quoi. Voilà, exactement, un indice. Et puis, et donc, c'est une évolution qui existe depuis peu, puisque ce jump n'était pas connu. Voilà. Donc, ça fait partie des outils. Il y en a d'autres, probablement. Mais qu'on comprenne bien, c'est-à-dire que si on est face à un orage et que ça flash un peu de partout, là, en fait, c'est ça l'indice, c'est de se dire potentiellement. Alors, on le voit pas. Non, malheureusement, on le voit pas à l'œil humain, parce que ce flash rate, il est vraiment. Et notamment, je parlais d'activité intranuageuse. Ça peut être en fait à l'intérieur du nuage, et donc c'est pas forcément visible. Donc malheureusement non, c'est pas systématiquement lorsque vous verrez un orage avec des éclairs partout que il y a forcément un jump. Voilà. Mais ce jump, nous aujourd'hui, on est capable de le donner en temps réel. Et donc sur toute cellule, donc on gère un réseau de surveillance des orages, et ce réseau détecte à la fois les éclairs et puis identifie ce jump électrique, ce qui fait qu'on arrive aujourd'hui à dissocier des cellules normales, disons, des cellules sévères. Voilà. Même question qu'à Serge. En quelques mots, votre quotidien chez Météo Orage, expert de la foudre, je le disais. Racontez-nous un peu votre quotidien professionnel au contact des orages, alors, si je puis dire. Oui, alors pour le résumer, c'est aussi une question très difficile. Non, le quotidien. Alors en fait, c'est vrai que Météo Orage gère, opère, maintient un réseau de surveillance des orages, donc qui détecte l'activité orageuse en temps réel, et dont le but est finalement de pouvoir avertir tout type d'utilisateurs d'un risque imminent d'orage. Voilà. On ne fait pas de prévision météorologique, on est vraiment sur de l'alerte sur observation, et je dirais dans la partie du nowcasting, de la prévision immédiate, qui se situe entre 0 et 1 heure. Voilà. Et donc là, entre 0 et 1 heure, le fait de détecter en temps réel l'activité orageuse permet d'anticiper sur le déplacement d'une cellule orageuse, et donc aujourd'hui de prévenir un risque d'orage avec une fiabilité que tout météo aimerait obtenir. Mais quand on est sur de l'alerte sur obs, c'est pour nous beaucoup plus facile, puisque aujourd'hui on est capable d'anticiper avec des niveaux d'efficacité de plus de 95%. C'est-à-dire que voilà, je suis capable d'alerter un site avec une efficacité de plus de 95% de l'arrivée imminente d'un orage dans l'heure. Voilà, parce qu'on n'est pas dans la prévision qui, là, demande beaucoup plus de technicité, ou en tout cas d'inconnu. Bien sûr. Tristan Vergade, merci aussi, prévisionniste indépendant et photographe. On peut vous suivre, on en reparlera à la fin de cette conférence aussi sur les réseaux sociaux. L'orage de grêle, redouté sur le terrain comme dans les prévisions, c'est pas simple. Oui, clairement l'orage de grêle, c'est ce qui est un des paramètres les plus inquiétants pour nous chasseurs d'orage, parce que ça peut nous abîmer notre véhicule, ça peut carrément nous arrêter notre chasse en fait, tout simplement. Donc effectivement, on essaye de savoir les repérer, que ce soit via les images radar, via des observations terrain, voilà.
On essaie en tout cas de repérer les paramètres pour éviter de se prendre la grêle, parce que nous, en tant que chasseurs d'orage, notre but c'est de les photographier, pas forcément d'être dessous, parce que dessous on ne peut pas faire grand-chose. Et vous avez déjà assisté à travers l'une de vos chasses, par exemple, à des dégâts sur la végétation et notamment sur des parcelles agricoles? Oui, moi habitant dans les Alpes-Maritimes, j'ai souvent l'occasion de chasser dans le Var, qui est un département où il y a beaucoup de viticulture. Et malheureusement, chaque année, là-bas, au printemps, on a des orages de grêle qui déciment des parcelles entières. Donc oui, j'ai l'occasion effectivement d'y assister assez régulièrement, malheureusement. Mais si une personne se pose la question dans la salle de savoir si on est capable, quand on est face à un orage, de dire « ça va grêler », on est d'accord, c'est impossible. Ah bah si. Non mais quand on est face à un orage, oui mais dans notre secteur, là où on est, on peut pas savoir. Il y a des indices. Voilà. Il y a des indices. D'ailleurs, je voulais poser des questions, si tu me permettras. Bien sûr. Parce que sur le terrain, nous, et Tristan, tu pourras le confirmer, lorsqu'on dit ça verdit, ça verdoie, vous connaissez l'expression, lorsque la lumière est verte, sous l'orage, ça permet de dire qu'il y a peut-être un risque de grêle. Est-ce que tu confirmes? Voilà. Ça, j'ai jamais expérimenté. Alors, je sais qu'il y a les lumières bleues, donc les fameux feux Saint-Elme, ou en tout cas les illuminations qui sont liées à des phénomènes électriques, l'effet Corona, mais là, sur les petites fées vertes, j'avoue que... C'est des phénomènes optiques, en fait. Ouais. Alors, le fait d'avoir des grêlons à l'intérieur du nuage de précipitation fait que lorsque les rayons solaires traversent ce nuage, il prend une teinte verte particulière, et effectivement sur le terrain, lorsque c'est vert, généralement il grêle. Donc on le contourne pour éviter justement... Voilà, non mais ma question était plutôt dans le sens où quand on a un orage face à nous, on n'est pas certain que la zone où il y a de la grêle arrive sur nous, c'est ça que je veux dire. On est d'accord, c'est ça qui fait... Alors, il y a peut-être un moyen d'avoir un proxy avec les images radar, parce que les images radar permettent d'avoir le cœur le visuel, de oui, c'est plus l'image radar qui nous permet d'anticiper le déplacement et savoir mais on ne peut pas savoir à 100%. D'ailleurs, sur cette couleur verte, elle est évoquée, je crois, à plusieurs reprises dans les documentaires de Christophe Asselin. On voit en effet cette couleur quand même très intrigante aux États-Unis. Ça, c'est l'un des indices. Est-ce qu'il y en a d'autres, par exemple, sur une signature radar, c'est-à-dire quand on regarde l'écho-radar pour voir où sont les noyaux de précipitation? Oui, en général, c'est plus l'intensité pluviométrique qui est mise par le radar, enfin qui est détectée par le radar. Plus c'est intense, plus il y a un risque de grêle, en général, en tout cas. Après, c'est pas forcément une science exacte, parce qu'il y a certains orages qui engendrent des précipitations extrêmes, mais pas forcément avec des gros grêlons. Tous ces outils sont des outils en fait d'inférence, que ce soit à travers la lumière verte, c'est-à-dire on suppose qu'il y a une probabilité plus importante, c'est-à-dire la réflectivité radar, ou en tout cas en fonction d'un certain seuil, le jump électrique, puisque voilà. Et donc tout ça sont des éléments qui sont pas... comme je disais, 80%. Ça veut dire qu'il y a quand même 20% des cas où on identifie une cellule sévère, on a bien un jump électrique, et pourtant il manque quelque chose qui fait qu'on n'aura pas de grêle. Ce sont des indices en fait. Voilà. Après, il y a d'autres types d'indices qu'on n'a pas discutés, ce sont les observations des autres chasseurs d'orage. Notamment chez InfoClimat, on a Météo Alerte qui permet aux utilisateurs, avec leur smartphone, de référencer la grêle. Et du coup, ça peut permettre de confirmer la signature radar ou la couleur verte. Voilà, c'est les seules façons qu'on a de pouvoir corréler une observation avec une confirmation de terrain. Après, je ne sais pas si on peut développer derrière de nouveaux systèmes radars, peut-être des satellites qui permettront de détecter les grêlons. Ça, ce n'est pas mon domaine, ça reste de la physique. Mais pour l'instant, dans l'état actuel des connaissances, on se base sur les principales observations qu'on a faites. Et je rappelle ici que l'idée, évidemment, il y a beaucoup de personnes qui sont initiées plus au phénomène météo, qui sont passionnés, mais n'oublions pas qu'il y a d'autres personnes dans cette salle qui ne connaissent pas la météo, qui ne connaissent pas ce qu'est un orage, et qu'il est important de balayer en effet toutes les questions. Justement, question très large, est-ce qu'on est sûr, lorsqu'un orage est observé, qu'on va avoir de la grêle? C'est une question qui m'a été posée tout à l'heure dans le couloir. Ouais, non, absolument pas. Non, effectivement, ouais, quand il y a grêle, il y a foudre, quand il y a foudre, il n'y a pas grêle, quoi. En gros, alors c'est vrai que pour les non-initiés, on aurait peut-être dû commencer par ça, c'est le fait que pourquoi on parle de foudre et de grêle, parce qu'en fait, la foudre et la grêle sont issues du seul et même nuage. Il n'y a pas d'autre cas où on trouve de la grêle ni de la foudre. C'est-à-dire, c'est vraiment notre cumulonimbus et le nuage d'orage. Le nuage d'orage, et celui-ci va...
de manière systématique donner de la foudre. Par un phénomène d'électrisation systématique. Par contre, il ne va pas donner systématiquement de la grêle. Voilà. Et donc, la difficulté, c'est justement d'arriver à déterminer quels sont les orages pour lesquels on a une plus grande probabilité de grêle. Mais c'est vrai qu'en termes d'alerte, par exemple, on a, nous, des cultivateurs qui mettent en place des filets anti-grêle de manière systématique. Et donc demain, alors c'est vrai que quand vous avez, je dis n'importe quoi, à peu près une quarantaine d'alertes par an pour nos cultivateurs de la Somme, une quarantaine d'alertes, ça nécessite quand même 40 fois d'aller activer, donc c'est beaucoup de temps, ça demande beaucoup d'énergie, et donc c'est vrai que demain, on espère pouvoir leur faire des alertes sur vraiment activité intense, donc phénomène sévère, pour justement leur permettre de les activer que pendant ces périodes-là. Mais là aussi, le problème, et pardon Kevin, je termine juste là-dessus, mais c'est vrai que là, on est aussi sur des problèmes de temporalité. C'est-à-dire que j'entendais par exemple Emmanuel ce matin de Kéronos sur la prévision de grêle. Donc là, on est vraiment sur de la prévision. Nous, on va être plus sur de l'alerte sur observation, donc vraiment dans l'heure. Et c'est vrai que d'être capable de fournir une information nécessite que mon agriculteur, il arrive à activer ses filets anti-grêle en 20 minutes, 25 minutes. Voilà. Et ce qui est... et là il va me dire... Mais attention, il va me faire une transition que je voulais faire, justement. Exactement. Donc ça, c'est après le problème de cette information. Est-ce qu'elle arrive au bon moment pour pouvoir prendre les décisions qui permettent de rentrer son véhicule, Je sens Serge Jacquat sur le point de départ de la ligne. Je le trouvais un peu calme, là. Parce que là, on a beaucoup parlé de filets. Ouais. Mais il y a d'autres choses qui, chaque année, font polémique. Oui. Les fameuses fusées, par exemple. C'est moi qui dois répondre à cette question. Parce que tu m'en as un peu parlé ce matin. Sur les filets, c'est impossible pour un agriculteur de déployer ses filets à une alerte observation. Ils vont regarder du Kéronos, du Météo France, de l'alerte orange, de l'alerte rouge, de l'alerte jaune, et ils vont déployer en avance. Et en général, ils ne le laissent pas juste un jour. Ils vont pas s'embêter à sur une durée, embêter. Enfin, ils vont le laisser presque dès qu'ils l'enclenchent. Ils le laissent une certaine partie de l'été. Le seul problème, c'est que ça masque les rayons du soleil, une partie des rayons du soleil, et qui permettent de faire la photosynthèse, de donner le goût de nos fruits. Mais en parallèle, ça peut aussi protéger contre les excès de température et les brûlures sur les fruits qui ne peuvent plus être vendus en étal dans ce cas-là. Donc il y a des aspects positifs et négatifs du filet, mais il est vrai qu'un agriculteur, il ne va pas prendre le risque, dès qu'il y a une alerte prévue à 1-2 jours à l'avance, il ouvre les filets. Combien de temps tu dirais qu'il faut pour activer ça dépend de sa surface, ça dépend de sa main-d'œuvre. Parce que par exemple, si je prends les bougies pour le gel, il faut parfois plusieurs dizaines d'heures pour les mettre sur toutes les parcelles. Donc il les prévoit très en avance. C'est pour ça que l'alerting précoce est une des meilleures façons de se prémunir contre les effets du changement climatique. Mais le filet, c'est aussi quelque chose qui peut venir, en cas de grosse chute de grêle, venir écraser la végétation en dessous, quoi. Alors le filet, il est utile pour les grêlons qui peuvent impacter les fruits qui arrivent à maturité. Parce que, vous savez, plus les fruits approchent de la maturité, plus ils sont mous et plus ils prennent les impacts. Alors les impacts sur les fruits, en général, on ne les voit pas. C'est au bout de 2 jours, ça forme une nécrose ronde. Et du coup, le fruit ne peut plus être vendu en étal. C'est le truc le plus rémunérateur. Il va être vendu en jus et compote. Et c'est 10 fois moins cher au prix à l'achat. Donc en général, l'agriculteur veut de belles pommes. Par contre, si l'orage de grêle produit des chutes de grêlons tout petits, mais très denses, ça va faire du poids sur les filets. Et là, ils vont tomber. Là, ça va faire des dégâts matériels. Et s'ils sont trop gros, les grêlons, ils vont traverser le filet et là, ça ne va pas protéger. En fait, c'est une taille intermédiaire qui est intéressante pour le filet. Et là, j'aimerais bien ouvrir un débat entre tous les trois. Tout ce qui est fusée, canon, on apprendra peut-être de nouvelles choses. Non, mais c'est vrai, c'est quelque chose... Je pense que Tristan a des choses à dire là-dessus, non ? Non, mais c'est quelque chose d'intéressant parce que c'est vrai que même, je me rappelle, il y a quelques années, le Forum d'Infoclimat, on en parle presque chaque année de ces dispositifs. Chaque année, c'est un débat. Voilà, chaque année, c'est un débat. Est-ce que c'est une vraie méthode pour se prémunir de la grêle, c'est fuser notamment, ou est-ce que, j'ose le mot, c'est un business ? Business, je vote. Ouais, je pense. Honnêtement, avec un avis terrain, en tout cas, j'ai entendu beaucoup de fusées, j'ai vu beaucoup d'orages de grêle, j'ai
jamais vu de conséquences vérifiables, en tout cas, de ces canons à grêle et de ces fusées anti-grêle. Voilà, j'ai pas d'exemple. C'est quoi ce dispositif pour que les gens comprennent? C'est quelque chose qui est envoyé. Il y a plusieurs types de dispositifs, du sel, de l'iodure d'argent. En fait, l'objectif est de travailler sur peut-être l'humidité, la contenance en eau de l'air, et puis de faire diminuer la taille des grêlons. Ça, c'est théorique. Ça a été théorisé parce que c'est applicable dans de petites circonstances. Le sel peut récupérer, ou l'iodure d'argent peut récupérer une certaine humidité de l'atmosphère. Voilà. Par contre, ça n'a jamais été prouvé, et que ça c'est clair, ça n'a jamais été prouvé sur les dimensions d'un orage par rapport à la toute petite fusée que ça peut apporter. Toi, Tristan, tu as des exemples? C'est ça qu'il faut prendre en compte, c'est qu'on envoie une fusée qui fait, j'avoue que la taille, j'ai pas peut-être forcément... 5 kilos. Ouais, voilà, dans un nuage qui fait des dizaines, qui fait 10 km de haut. Voilà. Là, rien qu'à ce niveau-là, on se rend compte que est-ce qu'il y a vraiment une incidence, en fait. Mais c'est que ça, alors dans des essais dans une pièce, ça peut fonctionner. Par contre, sur un orage, ça n'a jamais fonctionné. Et il y a un chiffre qu'on me dit souvent. Les viticulteurs, les arboriculteurs de la Drôme, de l'Ardèche, quand je fais des conférences, toujours, ils me disent, Monsieur Zaka, les fusées anti-grêle, ça fonctionne. Parce qu'à chaque fois que je lance une fusée anti-grêle, 80 à 90% du temps, je n'ai pas de grêle. Mais 80 à 90% des orages ne donnent pas de grêle. On revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Enfin, il y a un moment, c'est du hasard, quoi. Enfin... Et on est d'accord qu'on peut très bien avoir à quelques centaines de mètres plus loin. Là, par contre, au contraire, des chutes de grêle. Il y a aussi la trajectoire de l'orage qu'il faut prendre en compte, parce que c'est vrai qu'on a beaucoup d'agriculteurs qui lancent des fusées dès qu'ils entendent le tonnerre, alors que l'orage peut être à 10 km de là, et qui ne va pas du tout les concerner. Et qu'on imagine bien, c'est un dispositif qui est implanté dans la terre au niveau des parcelles. Comment ça se présente ? Oui, c'est au niveau des parcelles, oui. En fait, il y a même des dispositifs qui sont payés par des régions, des départements, et qui sont au niveau des vignobles, au niveau des AOC, qui sont... Ils te lancent des dizaines de fusées. Derrière, l'impact environnemental aussi de ces produits, on ne les connaît pas. Il y a même des fusées qui font des gros bangs pour permettre aux grêlons de se disloquer par les ondes sonores. Non, mais il y a un moment, c'est comme l'homéopathie, quoi. Je sais pas, il y a un moment, il faut se dire... On y arrive. Prouvez-le, nous. Je veux bien qu'on le croie, y a-t-il des homéopathes dans la salle ? Je vais me faire taper à la sortie. Mais c'est vrai que c'est intéressant et je le disais juste avant la conférence, peut-être que vous l'avez vu aussi si vous êtes sur Facebook, on a même des pubs maintenant de plus en plus pour protéger sa voiture de la grêle. Est-ce que ça fonctionne ? C'est pareil, je veux dire, ça reste un phénomène violent la grêle et encore plus quand le diamètre est évidemment très important. Si on achète une bâche plastique sur Temu, par exemple, je veux dire, ça va rien protéger. Il y a un moment, on veut toujours tout protéger, on devient très très matérialiste. Je veux dire, si tombe un grêlon de 10 cm, 958 grammes, c'est le grêlon le plus gros qu'on ait eu en 1958, il me semble, à Strasbourg. D'ailleurs, c'est la date de naissance de ma belle-mère à Strasbourg. Elle est née le même jour. Bonjour elle. Un grêlon de 12 cm, qu'on mette une bâche plastique dessus, ou un espèce de matelas gonflable, ça va rien faire, ça va le traverser, quoi. Donc, et puis bon, c'est bien d'avoir une voiture toute belle, et si le toit il est défoncé, ça change pas grand-chose. Non, il y a un moment, il faut se dire, pour la grêle, on peut pas tout maîtriser. Voilà, c'est une question philosophique aussi. On peut pas maîtriser tout ce qui se passe au niveau météorologique. Voilà. On parlait ce matin avec Aeronos en effet des différentes cartes de prévision qu'ils mettent à disposition du public. Alors on a la carte du risque tornadique, évidemment orageux qui inclut le paramètre tornadique mais aussi grêligène. Comment se prémunir au maximum de ces chutes de grêle ? Quand on est agriculteur, les filets, ça semble être la meilleure solution, mais peut-être aussi alors il y a peut-être des agriculteurs dans la salle, mais aussi pour nous au quotidien. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Ranger les choses qui sont évidemment sensibles, ça reste la meilleure des préventions. En fait. Exactement, tout comme pour la foudre, c'est-à-dire qu'en fait les mesures préventives, rentrer son véhicule justement pour qu'il évite d'être grêlé, c'est comme le fait de, lorsque vous savez qu'il va y avoir un orage l'après-midi et le matin, se dire je vais, si j'ai pas de parafoudre dans mon tableau par exemple, si j'ai pas je peux débrancher mes matériels sensibles. Donc je veux dire, ça semble un peu dérisoire, mais malheureusement j'ai du mal à identifier d'autres types de mesures, comme le disait Serge. L'excès de matérialisme fait que. Mais voilà. Par contre, j'aimerais juste, alors, non pas pour aller
me faire l'avocat du diable, mais simplement pour en fait redonner quand même un peu le caractère un peu peut-être idéaliste qu'il y a pu y avoir dans cette recherche, parce que c'est quand même une recherche française. Okay, donc c'est-à-dire que ça a été notamment à travers la famille de Sins à Lannemezan, dans le coin où j'habite, et où le père puis le fils se sont intéressés à ces techniques d'ensemencement des nuages, parce que ça laissait vraiment imaginer, mais des perspectives complètement incroyables. C'est-à-dire que imaginer si ça avait marché, on peut effectivement limiter la grêle, mais on peut aussi faire déclencher, parce que de vouloir ensemencer les nuages, déclencher des pluies dans des zones arides, les feux de forêt, etc., etc. Donc vous voyez, c'est pour ça que effectivement, comme le dit Serge, on n'arrivera jamais à prouver que ça marche. Les assurances sont derrière ces dispositifs ? Les assurances ce serait leur intérêt aux assureurs de découvrir des solutions pour limiter des dégâts, pour ensuite évidemment moins rembourser. Alors, je ne connais pas les maisons, les voitures. Par contre, sur l'agriculture, oui. Oui, ils connaissent les dispositifs de filet. Oui, ils connaissent la serre aussi. Serre qui peut être aussi cassée par la grêle, je précise. Les panneaux solaires au-dessus des cultures aussi. Par contre, je ne mettrai pas ma main à couper sur les fusées qui prennent ça en compte. Voilà. Nous, ce qu'on dit en agriculture, c'est que la meilleure façon de se prémunir contre la grêle, c'est les filets. Et ensuite, c'est l'assurance. Parce que si on a un impact économique majeur et qu'on ne s'en remet pas, on est bien content il faut qu'on ait une assurance. D'ailleurs, l'assurance grêle en agriculture est l'assurance qui est la plus utilisée par les agriculteurs, beaucoup plus que la sécheresse et les canicules. Très rapide avant d'ouvrir une session de questions-réponses. Dernière question qui s'adresse à tous les trois. Toi sur le terrain, parfois aussi quand même Serge, et évidemment Stéphane, est-ce que les orages de grêle sont plus fréquents ? En tout cas, est-ce que leurs dommages depuis quelques dizaines d'années, peut-être depuis ce début de siècle, sont plus importants ? Est-ce qu'on peut créer une corrélation, en tout cas un vase communicant, avec évidemment le changement climatique, d'après vous ? Okay. Alors, il y a une décorrélation entre ce que observent les chasseurs d'orage et ce qu'observent les scientifiques. Oui, c'est ça aussi. Les chasseurs d'orage, ils observent plus de chutes de grêle et des grêlons géants. Je ne sais pas si vous avez remarqué qu'en tant que chasseur d'orage, c'est surtout la taille de la grêle qui a l'air la taille de la grêle qui devient beaucoup plus grosse. Par contre, en termes de recherche scientifique, dans le rapport du GIEC, il est indiqué que la fiabilité est très faible par rapport à l'évolution de ce risque de grêle, pour deux raisons. La première raison, c'est que les connaissances scientifiques ne sont pas suffisamment poussées, notamment au niveau de la modélisation grêle, parce que sur les modèles climatiques, on ne maîtrise pas les orages, on maîtrise vraiment les évolutions plutôt précipitations, température à grosse maille, quoi. Et de deux, on n'a pas suffisamment de retour en arrière assez long, c'est-à-dire de climatologie des tornades et des grêles en France pour pouvoir extrapoler ou avoir une analyse scientifique sur ces sujets-là. Donc c'est à prendre avec précaution. La plupart des articles scientifiques n'arrivent pas à déterminer l'évolution du risque grêle en Europe en termes de taille et en termes de fréquence et d'intensité. Et dernier point, c'est tout. Voilà. C'est déjà pas mal. Je ne sais pas, vous voulez peut-être rajouter quelque chose avant de passer Non, mais je suis tout à fait d'accord. La difficulté, c'est que c'est très difficile de faire des liens avec des phénomènes qui arrivent quand même de manière sporadique. Comme le disait Serge, si on considère que il y a 10% des orages pour lesquels on va avoir de la grêle, avec des phénomènes, alors je ne sais pas, une cinquantaine, une centaine par an en France. On n'atteint pas même pas la loi de Poisson qui nous permettrait en statistique d'arriver à déterminer est-ce qu'il y a un lien avec le réchauffement, est-ce qu'on assiste à davantage de phénomènes, moins, sachant que les corrélations sont aussi complexes avec la foudre. C'est-à-dire que je l'entendais ce matin lors d'une présentation avec laquelle je suis quand même assez en accord sur le fait qu'on n'observe pas de surcroît d'activité orageuse. De population d'éclairs. Nous, on est comptable du nombre d'éclairs depuis 35 ans, 40 ans en France. Et on n'assiste absolument pas à une recrudescence d'activité électrique. Donc déjà, il y a des années parfois plus électriques que d'autres. Exactement, du fait d'une variabilité annuelle bien trop hyper importante. Par contre, c'est vrai qu'on assiste, et c'était le sens de ma question ce matin, à un étalement des saisons. C'est-à-dire que quand on me parle de saison orageuse, quand j'étais gamin, saison orageuse, ma grand-mère me disait attention,
mois d'août, c'est la saison des orages dans le sud-ouest de la France, ça n'existe plus. Ça. C'est pas les mois d'août. D'abord, aujourd'hui, c'est juillet, puis là, sur les dernières années, c'est juin. Voilà. Et puis, comme j'entendais encore ce matin, le printemps, davantage que l'été. Voilà. Donc, on a quand même des dérèglements, ou en tout cas, voilà, une modification de la saisonnalité des orages qui n'a plus rien à voir avec quand on était gamin, en tout cas moi. Et donc, forcément, l'incidence que ça peut avoir sur des phénomènes, notamment la grêle, ou aussi des phénomènes d'orage hivernaux, parce qu'on n'en a pas parlé, mais c'est vrai que si on fait l'analyse de dégâts survenus du fait de la foudre ou de phénomènes sévères, intenses, on le voit, c'est après Ciarán, c'est en hiver, c'est après des phénomènes... Gros rage à Jersey, au large de la Bretagne. Et pas de gros phénomènes frontaux durant l'été, avec 90 000 impacts ou 100 000 impacts sur toute la France, qui finalement génèrent moins de dégâts que nos 100 malheureux éclairs pendant Ciarán, qui ont flingué des églises, des bâtiments, et voilà. Les Alpes-Maritimes, département le plus orageux l'année dernière d'après le bilan 2024 de Kéronos, bon, bah, c'est pour toi ça. Oui, Avec des conséquences aussi, des photos surtout. Oui, surtout des photos. Après, niveau grêle, dans les Alpes-Maritimes, on n'est pas forcément les plus touchés. C'est plus le département voisin du Var. Mais parce que nous, c'est plus des orages durs, donc ils se forment la journée entre le printemps et l'été. Et c'est pas forcément les plus gréligènes, mais effectivement, on a eu quelques épisodes assez intenses. Je me rappelle de Cannes en août 2010. Voilà, c'est un exemple parmi tant d'autres, mais c'est vrai que c'est plus le Var qui est concerné. Et dans le Var, effectivement, on a beaucoup de problèmes chaque année avec la grêle. D'ailleurs, en cette période-là, entre mai et juin en général. On a 4 minutes pour des questions-réponses. Il y en a une, deux sur la partie centrale. Merci beaucoup pour le micro, c'est gentil. Bonjour, Aurélien, association Météo Centre Val-de-Loire. On parle du réchauffement climatique sur la grêle, mais est-ce qu'on parle des particules fines? Est-ce qu'elles ont un impact justement sur la grêle? Le point de condensation, à la limite. Alors il y a une théorie des chasseurs d'orage sur le terrain. Quand il y a du sable dans l'atmosphère, en général, les prévisions sont merdiques. Il n'y a pas d'orage. Je ne sais pas si c'est un truc de particules fines ou pas. Là, mais... Par rapport à la grêle, j'ai pas forcément d'exemple en tête. Ouais, sur la neige industrielle, je veux bien, mais sur la grêle, je sais pas. Ouais. Non, ouais. Désolé. Il y avait d'autres questions un tout petit peu plus haut sur la partie haute de l'auditorium. Merci. Bonjour et merci pour la discussion. Une question concernant l'aspect de la grêle dans un nuage. Entre deux cumulonimbus qui seraient, on va dire, de même intensité, avec le même carburant, qu'est-ce qui fait qu'il y en ait un qui serait principalement gréligène et l'autre plutôt foudre? Est-ce qu'il y a un facteur, un ingrédient en plus qu'on connaisse, ou alors c'est vraiment aléatoire? Si on les connaissait, plus simple. Ouais, voilà, ça nous éviterait effectivement d'essayer de trouver dans le jump électrique un proxy. Non, c'est, à ma connaissance. Je dirais que si les paramètres sont similaires, désolé. En fait, il faudrait pouvoir observer. Non, pardon, excuse-moi, Tristan, mais c'est vrai qu'il faudrait. Alors, il y a eu à un moment donné des campagnes de mesure menées dans des nuages. Notamment en Corse, pour bien comprendre, parce qu'il y a quand même encore pas mal de choses qu'on pense comprendre, mais qui sont un peu plus complexes que ce qu'on pensait avoir compris. Et notamment même dans l'électrisation d'un nuage. Voilà, le fait de considérer que c'est un dipôle, oui, mais voilà, quand je vois encore on nous explique les charges négatives sont ici, les positives là, il y a un îlot ici, c'est beaucoup plus complexe que ça en fait. Et donc les paramètres, voilà, les paramètres gréligènes en plus, il faudrait vraiment mesurer ce qui se passe à l'intérieur du nuage pendant ce brassage, les vents, les charges, ces hydrométéores, pourquoi effectivement certains descendent, prennent ces tailles. Enfin, il va falloir qu'on conclue, on a presque la pub qui arrive entre guillemets. Plus sérieusement, il y a juste la question d'un futur chasseur d'orage, là visiblement, sur la partie droite de l'auditorium. Donc on va lui apporter évidemment un micro, merci encore. Et après, on conclura cette belle discussion.
Bonjour, je voulais poser la question. Pour vous, quelle est la région la plus vulnérable à la grêle? Alors, c'est très le difficile sud-ouest, parce que non? qu'est-ce que la vulnérabilité? Merci. applaudir. Toutes. Non, mais alors. En quelques mots, si c'est Non, possible. alors en quelques mots, c'est difficile parce que je dirais que c'est la mienne. Pourquoi? Parce qu'en fait, il se trouve que j'habite dans un village et en 1999, ce village a été grêlé en intégralité et ce qui fait que pendant 10 ans, les habitants de mon village n'ont pas pu vivre dans des conditions normales parce que ça a été très compliqué. Il a fallu faire venir des gens de toute la France pour effectuer les travaux. Et moi-même, dans ma maison, eh bien, cette toiture a été réparée en 2006 totalement. Tu vois, donc mon expérience personnelle fait que la grêle m'a affecté, a affecté la région dans laquelle je vis. La Nouvelle-Aquitaine. Pour autant, voilà, Nouvelle-Aquitaine, pardon, j'habite à côté de Pau. Pour autant, c'est absolument pas la région la plus grégéenne. C'est très, hein, voilà, on a quand même, oui, voilà, en habitant dans le sud-ouest. Voilà. Voilà. Donc, Merci. Ouais. Merci beaucoup pour toutes ces précisions et puis pour évidemment vos questions. On peut les applaudir. Merci. Merci Serge Zaka, auteur de 2 livres. 2 livres. Alors il y a une petite BD et puis il y a un livre dédié aux orages. Quelques mots, le nom et l'édition. Alors, j'ai un livre qui est sorti chez HarperCollins Oui. qui s'appelle Orages sur le climat, mais qui ne parle pas que des orages, qui parle des orages, de mon parcours, mais également de l'agroclimatologie. Donc, si vous voulez apprendre des impacts du climat sur l'agriculture, n'hésitez pas, il est en vente partout. Et puis, la BD, c'est uniquement de l'agroclimatologie, c'est Dr Zarge et l'agroclimatologie aux éditions Les Tardigrades. Merci beaucoup Stéphane Schmitt, météorage.fr. .com. .com. Non, mais c'est. Bon, c'est parfait. Et puis Tristan Bergen, on peut te retrouver sur les réseaux sociaux aussi, compte Instagram notamment. Oui, alors Tbergen Photographie sur Instagram et mon site internet tristanbergen.com. Et ben c'est bien noté. Merci encore Merci à tous les Kevin. 3. Merci à vous. Merci. À vous. Et dans quelques instants, on fait une petite pause et on va parler d'un phénomène évidemment qui nous intéresse, ce sont les tornades. On reviendra principalement sur les principales tornades qui ont touché la France et on pense notamment à celle de Hautmont. A tout de suite.